Bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du libre journal des sciences et des techniques sur Radio Courtoisie. Ce libre journal a lieu toutes les 4 semaines et il est animé par votre serviteur Paul de Hevels. Il a lieu le vendredi soir de 18h à 21h avec une rediffusion le samedi matin de 2h à 5h et de 7h30 à 10h30. Vous pouvez naturellement obtenir le CD de cette émission en écrivant à la radio. Vous pouvez aussi adresser toutes les questions, remarques et demandes d'éclaircissement à l'adresse internet suivante. C'est mon adresse personnelle, c'est Paul, le prénom, point Dehevels, DEHEUVELS, @upmc.fr. Alors nous recevons ce soir Guillaume Font. Guillaume Font est un psychiatre, chercheur à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, au Val-de-Marne, membre de la Fondation Fondamentale, et Guillaume Font étudie les liens entre une infection qui est à tort considérée comme bénigne, c'est-à-dire la toxoplasmose, et la schizophrénie. Alors nous allons un petit peu, pas beaucoup, parler de la toxoplasmose. Je résume, cette toxoplasmose est surtout considérée comme un fléau chez les femmes enceintes lorsqu'elles tombent malades, enfin elles sont atteintes par le toxoplasme au cours de leur grossesse. Et à tort, comme nous allons le voir, c'est une infection jugée inoffensive chez les hommes, chez les adultes et chez tout le monde, quoi, sauf les femmes enceintes. Bon, ça c'est un premier point. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le toxoplasme, qui est un protozoaire, a tendance à faire des dégâts dans le cerveau de ceux qu'il infecte. Et ceci fait qu'il y a une concomitance très marquée, pour ne pas dire des liens de causalité, entre l'infection par le toxoplasme et la schizophrénie. La schizophrénie, c'est votre spécialité, Guillaume Font, et en fait, si vous voulez, on en a pas mal parlé, on va revenir également dessus. C'est une infection qui vraiment est très sérieuse, c'est une infection à long terme, c'est quelque chose qui est très handicapant pour que les personnes qui sont atteintes et qui nécessitent en fait de facto un traitement à vie pour éviter que ces personnes persistent dans ce syndrome de schizophrénie. Alors, grosso modo, si j'ai bien compris, la schizophrénie serait provoquée essentiellement par des perturbations de la production de dopamine dans le cerveau, c'est-à-dire il y a trop de dopamine ou pas assez, enfin je pense que c'est trop, non? C'est trop dans certaines parties et pas assez dans d'autres. Enfin moi c'est compliqué et toujours est-il que il n'est pas techniquement possible aujourd'hui de mesurer ces quantités de dopamine dans le cerveau parce que il faudrait pour ça disséquer le cerveau, ce qui n'est pas possible sur des malades vivants, et ou alors faire des je sais pas si même avec des ponctions lombaires on y arriverait. Enfin bon, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc on peut pas mesurer ça directement. Et en fin de compte, la schizophrénie se détecte davantage par un diagnostic obtenu avec un entretien avec le malade pour voir en particulier analyser tous les symptômes dont il est victime et ensuite pour établir le diagnostic. C'est à peu près ça. C'est ça. Donc ceci étant, c'est extrêmement embêtant la schizophrénie parce que si vous voulez vraiment c'est quelque chose qui est calamiteux dans la vie professionnelle, dans la vie relative, dans disons un schizophrène n'a envie de rien, il se concentre mal, enfin il a tous les problèmes possibles et donc il peut pas travailler correctement, il a une vie professionnelle démolie, une vie affective et personnelle démolie. Et donc, c'est quelque chose de très sérieux, très grave. Et maintenant, le toxoplasme, en fait, on estime, d'après vos travaux, que 20% des schizophrènes, ou de la présence de schizophrénie chez les gens, en gros, c'est entre 10 et 33%, mais mettons 20%, de l'ordre de 20%, ce chiffre n'est pas très précis, mais c'est de cet ordre, un patient sur 5, un schizophrène sur 5, eh bien la schizophrénie est due à une infection par le toxoplasme. C'est à peu près ça.
Oui. Alors maintenant, reparlons à nouveau de la toxoplasmose. Parce que la toxoplasmose, nous avons essayé de décrire ça de façon très sommaire. C'est une infection par un parasite qui est en fait un protozoaire. Et ce protozoaire, on s'infecte de façons différentes possibles, en particulier la plus classique est obtenue par une contamination à l'aide des déjections du chat. Alors, par exemple, vous avez un chat chez vous, chers auditeurs, eh bien, vous manipulez sa litière sans faire trop attention. Il est très vraisemblable que vous aurez sur les mains des kystes de toxoplasme. Et à ce moment-là, si vous avez le mauvais goût de porter votre main à la bouche sans précaution, ça peut se faire pour les enfants, par exemple, eh bien, vous pouvez ingérer des kystes de toxoplasme qui ensuite vont se développer et vous donner la toxoplasmose. Alors, ce n'est pas la seule façon d'attraper la toxoplasmose. En particulier, on peut l'attraper en mangeant des viandes crues. Le bœuf est peu impliqué pour une proportion de l'ordre de 10% des viandes crues peuvent éventuellement donner le toxoplasme si on prend un steak tartare, par exemple. Mais c'est surtout le mouton, je crois. Alors, la viande de mouton qui n'est pas très cuite peut donner la toxoplasmose. Mais on va reparler de ces causes, mais surtout, en fait, ce qui est quand même vrai, c'est que une fois qu'on a attrapé la toxoplasmose, il y a des symptômes qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas. En fait, l'incubation dure entre 5 et 10 jours, en gros. Et dans 20% des cas, il y a des symptômes qui apparaissent. C'est-à-dire, dans 80% des cas, il n'y en a pas. Bon. Alors, ces symptômes sont une fièvre de l'ordre de 38 degrés, des ganglions. On peut même avoir une éruption cutanée de petits boutons roses sur l'ensemble du corps, ce qui peut être confondu avec une infection du style rubéole ou l'équivalent, mais ce n'est pas la rubéole, fatigue, mal de tête et douleur dans les articulations. Et en fait, il y a une petite proportion où c'est beaucoup plus grave. Alors par exemple, on observe le mal de tête important et persistant, mais même des crises d'épilepsie. Et en fait, parfois, la paralysie de certaines parties du corps. Pourquoi? Parce que le toxoplasme a tendance à se fixer dans le cerveau, et en fonction de la partie du cerveau qu'il touche, eh bien, il peut provoquer des dégâts parce que le cerveau, c'est un organisme qui est spécialisé. Vous avez certaines parties du cerveau qui commandent certaines fonctions du corps. Donc, si le toxoplasme a le malheur de se fixer dans cette partie-là, eh bien, on peut être paralysé et ainsi de suite. Et ensuite, il y a une autre infection qu'on voit de façon assez fréquente chez les personnes qui ont atteinte de la toxoplasme, une inflammation touchant l'œil, en particulier ça s'appelle la choriorétinite, et cette affection provoque une baisse de l'acuité visuelle. Les patients ont l'impression de mouches qui volent devant les yeux, une rougeur de l'œil, et le parasite peut atteindre le cœur, les poumons et ainsi de suite. Alors ceci est intéressant parce que il faut voir également que j'ai dit que lorsqu'on avait été infecté par le toxoplasme, on développait généralement une immunité à vie. Mais en fait, il peut se faire que le toxoplasme qui s'est ratatiné en quelque sorte sous la forme de kystes qui sont plus ou moins latents et présents c'est surtout dans le cerveau, je crois. Le cerveau et les muscles, oui. Voilà. Eh bien, ces kystes peuvent se réactiver. C'est-à-dire si par exemple vous avez une faiblesse momentanée, une baisse d'immunité, ça peut se produire si vous êtes atteint par certaines maladies, même si c'est provisoire, et bien d'un seul coup le toxoplasme se réactive, et à ce moment-là, après plusieurs années, il peut recommencer sa ronde infernale et provoquer chez des gens tous ces symptômes, et même des symptômes beaucoup plus graves. Alors voilà ce qui se passe. Donc, ce qu'il est important de dire, c'est que la toxoplasmose n'est pas quelque chose d'inoffensif. C'est-à-dire qu'on peut passer à travers les gouttes. C'est ce qui se passe pour la plupart du gens, puisqu'aujourd'hui on estime que une personne sur deux en France
a été infecté dans sa vie par le toxoplasme, et on découvre qu'il y a qu'est-ce qu'on mesure exactement? On fait un test qui mesure une sérologie. Une sérologie, et donc on sait qu'il a été infecté, donc on présume qu'il est résistant contre le toxoplasme. Mais cette résistance est à vie en général, mais pas toujours. Et donc ça peut être extrêmement grave pour un adulte d'attraper la toxoplasmose. Alors là, si vous voulez, c'est une chose dont nous parlions hors antenne. À partir du moment où on considère la toxoplasmose comme quelque chose de bénin et d'inoffensif, on pourrait dire, c'est très bien, c'est comme la rougeole, par exemple, ayons-la le plus vite possible et qu'on en soit débarrassé. Et donc, c'est une stratégie qu'on peut imaginer, mais cette stratégie est dangereuse. Parce que si, par exemple, une personne est négative au sérum de toxoplasmose, eh bien, il faudrait surtout pas lui recommander de consommer des steaks tartares jusqu'à l'écœurement et d'aller caresser tous les chats de gouttière. Ça serait une erreur absolue, je pense, parce que le risque existe et est très sérieux, n'est-ce pas, Guillaume Font? Je pense effectivement qu'on ne peut jamais recommander une infection et que ce n'est pas parce qu'une infection apparaît bénigne, que l'on parle de la toxoplasmose ou de la rougeole ou de n'importe quelle infection, que l'on peut recommander de s'exposer. Alors, je dis ça pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si tous les immunologistes seront d'accord avec moi, mais on a tous des terrains génétiques différents, des systèmes immunitaires différents, et les infections ont des effets différents d'une personne à l'autre. Donc on ne peut pas vraiment savoir en fait quel effet va faire une infection sur une personne. Ensuite, nous avons par contre un système immunitaire qui est programmé pour nous défendre contre la plupart des infections. Donc à l'inverse, il ne faut pas devenir paranoïaque et effectivement essayer de se prémunir à tout prix de toute infection. À l'inverse, notre système immunitaire a aussi besoin de faire ses armes entre guillemets. On le voit chez les jeunes enfants qui n'ont pas d'anticorps pour la plupart des maladies et donc qui sont très malades dans les premières années de vie parce qu'ils sont en train de fabriquer leurs anticorps pour les protéger plus tard. Mais dans le cadre de la toxoplasmose, comme vous l'avez dit, on est en train de parler d'un parasite. Et ça, c'est vrai que c'est déjà quelque chose qui interpelle, mais on a la même question avec les virus, parce que vous avez parlé aussi d'autres agents infectieux. Là, en fait, on est en train de parler d'agents infectieux qui peuvent toucher le cerveau. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est qu'à partir du moment où un agent infectieux entre dans le cerveau, on a assez peu de connaissances au jour d'aujourd'hui sur les effets de cet agent dans le cerveau, car le système immunitaire du cerveau est un système immunitaire à part. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe exactement dans le cerveau. Même des ponctions lombaires ne suffisent pas toujours à dépister ce qui se passe dans le cerveau, parce que la ponction lombaire, c'est le liquide céphalorachidien. Donc on peut voir par contre des encéphalites, c'est-à-dire des inflammations des méninges. Mais on peut pas vraiment savoir s'il y a par exemple des séquelles d'une infection. Et donc il est important aussi de rappeler pour nos auditeurs que nous ne sommes pas en train de dire que la toxoplasmose au moment de l'infection déclenche la schizophrénie, mais la toxoplasmose infecte l'individu, s'enquiste dans le cerveau, crée possiblement des perturbations dans le cerveau chez une partie des gens, pas la majorité. La majeure partie des gens donc n'auront pas de symptômes, comme vous l'aviez dit, y compris sur le plan psychiatrique. Mais pour une partie des personnes qui auront une vulnérabilité, donc ça c'est à la fois donc de la génétique mais aussi de ce qu'elles ont vécu dans leur vie pour tout un tas de raisons, pourront possiblement développer des symptômes d'ordre psychiatrique. Donc la toxoplasmose arrive dans un parcours multifactoriel et pourrait être quelque chose sur lequel on pourrait agir directement. En donnant des chiffres, en gros, à la louche, ce sont des ordres de grandeur plus que des chiffres très précis. Une personne sur 500 est schizophrène. Personne sur 200? Plutôt sur 200. Sur 200. Une personne sur 200 est schizophrène. Bon. Parmi les gens qui sont schizophrènes, ça représente 0,5% de la population générale. Parmi les personnes qui sont schizophrènes, en gros, on estime qu'il y a 20% de celles-ci qui doivent leur schizophrénie à la toxoplasmose.
Voilà. Donc ça ne veut pas dire que s'il y avait si les 50% de la population qui ont été affectés par la toxoplasmose développaient une schizophrénie, ça serait quelque chose de terrible. Mais en fait, ça représente un tout petit nombre de personnes, c'est-à-dire 20% de 0,5%, c'est-à-dire 0,1%. Une personne sur 1000 en France, c'est déjà énorme, mais bon, une personne sur 1000 a une schizophrénie qui est consécutive à une toxoplasmose. Alors, je préciserai juste que une personne sur 1000 a une association, effectivement. Donc, on retrouve que en fait, c'est une étude. C'est des choses assez compliquées sur le plan mathématique. C'est une étude qui a été faite par des vétérinaires, en fait, qui ont comparé les prévalences de schizophrénie et les prévalences de toxoplasmose à travers les pays. Et c'est vrai que c'est eux qui ont, par des calculs d'attribution assez compliqués, conclu que on pouvait dire, voilà, que 13 à 30% des cas de schizophrénie étaient attribuables dans le sens associé à la toxoplasmose. Mais on peut imaginer, je vais vous donner en fait une explication complémentaire qui est un peu compliquée, mais je pense qu'il mérite vraiment d'être approché. Nous avons dans le cerveau en fait 8% de notre patrimoine génétique qui est attribuable à des endorétrovirus. Qu'est-ce que c'est un endorétrovirus ? C'est un virus qui dans le passé a infecté nos ancêtres et qui s'est intégré à notre patrimoine génétique et qui est devenu inactif. Donc nous avons des reliques qui est présent dans le génome. Exactement. Donc ça veut dire que 8% de notre ADN c'est des reliques inactives de virus anciens. Et en fait, ce que l'on a constaté, c'est que chez les personnes souffrant de schizophrénie, il y avait des marqueurs dans le sang, puisqu'on parlait des biomarqueurs, les marqueurs sanguins tout à l'heure, il y avait des marqueurs de réactivation de ces anciens virus, de ces reliques. Donc en fait, il y a des enveloppes de protéines inactives qui circulent dans le sang de personnes qui ont des schizophrénies. Et donc l'hypothèse, par exemple, pourrait être que la toxoplasmose créerait de l'inflammation au niveau du cerveau et que cette inflammation activerait certains gènes qui eux-mêmes pourraient enclencher la réplication de ces reliquats et que la réplication de ces reliquats pourrait déclencher ensuite ou entretenir des symptômes de schizophrénie. Alors entendons-nous bien, Monsieur Guillaume Font, vous êtes extrêmement rigoureux dans votre expression parce que vous ne voulez pas qu'après on vous puisse vous faire le reproche d'avoir dit que, par exemple, la toxoplasmose cause la schizophrénie. Et bien entendu, dans les études que vous avez faites, vous avez des concomitances. Alors, on pourrait dire, en général, pour tout ce que nous dirons aujourd'hui, tout laisse à croire que ça serait quelque chose qui serait adapté parce que c'est extrêmement difficile scientifiquement de démontrer la causalité. Tout à fait. Et donc la causalité, si on veut réellement réussir à la démontrer, il faut travailler énormément. Mais par contre, observer la concomitance, c'est-à-dire deux phénomènes qui ont lieu en même temps, et puis on va se dire, c'est peut-être pas le fait du hasard que. Et donc tout laisse à penser que on ait cette situation. Alors on va ouvrir un immense parapluie dans la suite, on va dire tout laisse à penser que, tout donne à croire que, et bien entendu ceci doit être confirmé par des analyses successives qui vont établir la précision de ces chiffres, parce que vous travaillez sur des cohortes de 200, de 400, de 500 personnes, et bien entendu aussi, on peut toujours imaginer qu'il y ait des biais et ainsi de suite, et dans toutes ces études, elles demandent à être confirmées, refaites, et bien entendu, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne soient pas valables. Ceci étant, je rends hommage à votre rigueur, mais si vous voulez, c'est important pour nous quand même de signaler que tout laisse à penser que la toxoplasmose n'est pas quelque chose d'inoffensif et que ça peut provoquer toutes sortes de dégâts, dont la schizophrénie. Est-ce que ça vous paraît clair? Ça me paraît très clair. Bon, alors on est d'accord sur ce point parce que il faut bien voir que nous parlons entre chercheurs, mais nous souhaitons que nos auditeurs du Libre Journal des Sciences et des Techniques de Radio Courtoisie puissent arriver à nous suivre. Et si on descend très loin dans les
les points de vue techniques, eh bien, on ne va plus avoir d'auditeurs du tout. Mais revenons à la toxoplasmose. Alors, la toxoplasmose, je répète que c'est, si vous voulez, quelque chose qui est potentiellement très grave, et on a tendance à dire que ce n'est grave que chez les femmes enceintes, alors que c'est grave, c'est à peu près n'importe qui. C'est-à-dire, ça peut provoquer des dégâts dans le cerveau de toute personne qui est infectée, aussi bien un enfant qu'un adulte, un homme qu'une femme. Je voudrais apporter une précision là-dessus. Donc, ce que vous avez décrit tout à l'heure, effectivement, sur les dégâts que pouvait créer la toxoplasmose, effectivement, sont beaucoup plus importants chez le fœtus que chez une personne qui est déjà née, donc avec un système immunitaire propre, car le fœtus, effectivement, n'a pas de système immunitaire propre. Et en fait, donc, le parasite passe le placenta et effectivement peut faire des dégâts aussi bien, comme vous l'avez dit, sur la rétine que sur le cerveau du fœtus. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé effectivement à s'intéresser au toxoplasme, parce que on ne comprenait pas d'où venaient en fait les anomalies qu'on pouvait voir chez certains nouveau-nés et que dont on a découvert ce parasite. Ensuite, la contamination chez quelqu'un donc qui est né, donc par exemple un petit enfant, un enfant ou un adolescent, on a effectivement assez peu de données finalement. Dans la phase aiguë, vous avez bien résumé les choses, parce que l'une des raisons pour lesquelles on a peu de données, c'était qu'il y a peu de symptômes et que ça passe comme une infection, voilà, comme une fièvre, comme une grippe, et que du coup on a assez de mal à voir en temps réel ce que produit l'infection. Alors qu'est-ce que ça concerne aujourd'hui? En France, on estime qu'il y a entre 2000 et 3000, j'ai le chiffre de 2700 nouveaux cas de toxoplasmose diagnostiquée chez les femmes enceintes. Et on estime que dans un quart à un tiers des cas, eh bien, le fœtus est touché. Et là, c'est une toxoplasmose congénitale et c'est quelque chose qui est terrible parce que les risques pour l'embryon et le fœtus sont considérables. C'est-à-dire qu'il peut développer un retard mental, une hydrocéphalie, des calcifications intracariennes, la choriorétinite, c'est-à-dire une atteinte grave de la rétine, un ictère, c'est-à-dire une infection du foie, et parfois même de tous les organes. Alors, une mort fétale in utero est possible, et un avortement tardif est également possible, c'est-à-dire que l'avortement peut être spontané à un âge tardif, et c'est toujours extrêmement grave. C'est-à-dire, souvent, l'avortement spontané est dû simplement, par exemple, à la mort du fœtus ou à une infection, et c'est un mécanisme naturel, il faut le dire. Oui. Mais si cet avortement a lieu à une période tardive, c'est toujours extrêmement grave. Et il peut arriver aussi que chez l'enfant, la maladie soit inapparente, ce qui fait que ça pose le problème simplement de la lysicité, je ne sais pas si j'ose dire, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous diront, alors je ne vais pas rentrer dans la polémique au sujet de l'avortement ou du non-avortement, mais l'avortement thérapeutique, c'est en gros où l'avortement est déclenché dans le cas où le fœtus va donner un enfant qui n'est pas viable. Ce qu'on appelle l'interruption thérapeutique de grossesse. Oui, alors ceci, est-ce que, à partir de quel point c'est justifié ou pas, mais dans le cas d'une infection par la toxoplasmose, on peut faire une amniosynthèse, c'est-à-dire on peut vérifier aussi si le fœtus est atteint, mais parfois, il n'y a rien, c'est-à-dire la maladie n'est pas apparente chez l'enfant ou chez le fœtus. Et elle se développe plus tard, ou parfois elle se développe pas du tout. Et cette situation est extrêmement compliquée parce que si, par exemple, malgré une infection au toxoplasme, on doit aboutir à la naissance d'un enfant normal, ça arrive, et ça ne justifie pas un avortement. Et par exemple, par contre, si vous voulez, il est aussi possible que cet enfant naisse normal et développe plus tard des symptômes comme de schizophrénie ou d'autres, et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Ça pose des problèmes à la fois éthiques, de diagnostic absolument épouvantables. Alors, justement, parce que l'infection fœtale n'est pas toujours grave. Ça dépend, en fait, disons, de l'âge à laquelle l'infection a lieu. C'est-à-dire, plus le toxoplasme est transmis tard, moins les lésions sont graves.
Et donc, a priori, par exemple, quand l'infection est pratiquement antérieure à la conception, il n'y a pas de risque de toxoplasmie, mais que, par contre, lorsque l'infection s'est produite dans les semaines qui ont précédé la conception ou avant la 10e semaine, eh bien, là, il peut y avoir des choses épouvantables et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors, bien entendu, ça pose le problème Alors, si on veut faire encore des statistiques, la moitié de la population française n'est pas atteinte par la toxoplasmose. Alors, a priori, la moitié de la population est composée de femmes, donc on pourrait dire qu'un quart de la population, ou la moitié des femmes, en gros, n'est pas atteinte par la toxoplasmose, et ceci se situe depuis le début. C'est-à-dire une jeune femme qui a 25 ans, qui cherche à avoir un enfant, par exemple, une chance sur deux n'a pas été affectée par le toxoplasme. Et là, ça pose des problèmes extrêmement compliqués. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a des mesures de prévention, bien entendu. Alors, il y a toute une liste de recommandations qui sont faites, par exemple, par les ministres de la Santé ou d'autres. Alors, on donne en particulier des recommandations d'hygiène. Il faut se laver les mains, souvent. Après contact avec les animaux. Alors les contacts avec les animaux ne sont pas recommandés. Il faut faire attention à ne pas avoir de contact avec les déchets, surtout les déjections animales, donc les litières. On parle d'utiliser des gants pour toucher les litières, ou le cas échéant, aussi de bien se laver les mains une fois qu'on enlève ses gants. Bon, alors ceci est encore pire parce qu'en fin de journée, il faut changer de vêtements et ainsi de suite. Alors c'est quelque chose qui est épouvantable parce que lorsque les personnes sont au travail, il faut prendre des mesures théoriquement qui ne sont jamais prises, mais d'éviter qu'elles puissent avoir contact avec un vecteur de la toxoplasmose. Il faut pour ça contacter le médecin du travail. Donc, et je l'ai dit, éviter de s'occuper des litières de félins. Les félins, c'est pas le lion, c'est pas le tigre, ce sont les chats domestiques. Éviter tout contact avec la terre. En particulier, il faut porter des gants lorsqu'on touche la terre, mais par exemple, ça peut être aussi bien un pot de fleurs, et ainsi de suite. Et il faut surtout, faire attention aux légumes crus, à la viande crue. C'est quelque chose de terrible. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, je pense que vous avez bien résumé l'ensemble des mesures de recommandation du centre de dépistage de la toxoplasmose chez les femmes enceintes. Mais ça c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Ça veut dire que ces personnes sont en danger et doivent prendre des précautions drastiques, ainsi qu'une mesure systématique répétée de la sérologie de la toxoplasmose pour éviter que le fœtus ne puisse être infecté de façon, disons, dans les premiers mois de grossesse où ça peut être le plus grave. Bon, eh bien, si tout se passe bien, l'enfant naît. La femme n'a pas été infectée par la toxoplasmose et à ce moment-là, le même problème se pose pour l'enfant. C'est-à-dire, est-ce que c'est sain de lui dire, va faire joujou avec le chat, fait joujou dans le bac à sable, ainsi de suite. Alors ça, c'est un véritable problème parce que tout ce que vous montrez dans vos études, c'est que l'infection par la toxoplasmose peut être grave à tous les stades de la vie. En fait, on manque de données, comme on l'a dit tout à l'heure, comme il est très difficile de dépister le moment où la personne s'infecte, car on l'a dit tout à l'heure, les symptômes sont très peu spécifiques. Ça ressemble à une grosse grippe où vous avez parlé de mononucléose, effectivement, des symptômes de grande fatigue avec des ganglions. Il est très difficile donc de conduire des études pour savoir comparer le avant-après et voir ce qu'il en est des effets de la toxoplasmose. Alors par contre, effectivement, notre hypothèse de travail, c'est qu'effectivement, une toxoplasmose qui survient chez un individu, plus il est jeune et plus donc son système est en formation, son organisme, donc son cerveau aussi, et donc cela pourrait entraîner des
perturbations, des modifications qui au début ne se verraient pas, mais qui pourraient ensuite faire un terrain qui, à l'occasion d'un deuxième stress, qui peut être tout un tas de choses comme la consommation de cannabis, comme le stress psychologique ressenti à l'adolescence, etc., pourrait conduire au déclenchement de la schizophrénie. Ça, c'est notre hypothèse de travail. Alors, on peut dire que, en fait, c'est le chat qui est, disons, le responsable principal de la transmission de la maladie. Alors, chez lui, le parasite se reproduit et c'est le vecteur, enfin, disons, l'animal, le réceptacle final. Et en fait, ce sont ces selles qui transmettent les kystes qui vont sporuler dans le milieu extérieur. Et ces spores résistent pendant plus d'un an dans un milieu humide. Alors, ensuite, après, vous avez tous les herbivores qui sont atteints. On estime qu'en France, je prends des chiffres que j'ai sous le nez, 72% des moutons, 28% des porcs, surtout en particulier les porcs de qualité, c'est-à-dire ceux qui vivent en plein air qui sont atteints, et 4% des bovins sont infectés. Alors 4% des bovins, ça veut dire que même si on prend du steak tartare, eh bien vous avez 96% de chances que la viande ne soit pas contaminée par la toxoplasmose. Ça veut dire que si à toute force on veut s'infecter, si on ne l'est pas, il faudrait en manger beaucoup afin de tomber sur celui qui... Mais je dirais qu'il vaut mieux manger du mouton. Et le mouton, là encore, si on aime la viande de mouton peu cuite, eh bien c'est quelque chose qui est dangereux du point de vue de la toxoplasmose. Donc une femme enceinte doit éviter la viande de mouton, la viande de porc ou la viande de bœuf, mais elle peut, d'une certaine façon, limiter ce risque en congelant pendant plus de 24 heures la viande avant de la consommer et en la faisant cuire à mort de façon à ce que, à ce moment-là, toutes les chances soient, disons, réunies pour la destruction des kystes. Est-ce que je résume bien la situation? Oui, c'est bien résumé. Alors maintenant, ceci étant, il y a des moyens de vérifier que la toxoplasmose n'est pas présente dans son cher matou domestique. D'abord, si vous voulez que le chat ne s'infecte pas, si vous le nourrissez avec des croquettes, eh bien, il a peu de chances qu'il attrape la toxoplasmose s'il ne l'a pas eu. Et bien entendu, après, au bout d'un certain temps, c'est peut-être, enfin, disons, les parasites, s'ils sont pas présents dans son organisme, ou même s'ils sont présents, finissent par être éliminés naturellement. Mais il y a des tests vétérinaires et on peut faire des recherches d'anticorps. Et il faut faire on recommande de faire 2 examens sérologiques à 15 jours d'intervalle et une recherche de kyste dans les selles 2 fois à 8 jours d'intervalle. Donc, si vous avez envie de faire travailler les vétérinaires, si vous avez votre matou, eh bien vous pouvez le faire analyser sur pour voir s'il est porteur de toxoplasme. Et par contre, si ce brave matou vous rend le service de chasser les rats et les souris, alors là c'est même pas la peine. Vous pouvez être sûr qu'il est atteint parce que c'est une des choses qui lui transmet plus facilement le virus. Là encore, c'est quelque chose qui montre que ça doit être extrêmement embêtant. Disons d'avoir d'essayer de se prémunir contre la toxoplasmose lorsqu'on n'en a pas, parce qu'il ne suffit pas d'éliminer le chat, il suffit pas de manger de la viande cuite à mort, il faut pas manger de légumes crus, enfin bref, c'est extrêmement difficile. Alors comment se fait-il qu'il y ait encore des gens qui n'aient pas la toxoplasmose? Alors, il faut préciser, pour être positif, que la prévalence de la toxoplasmose diminue en France depuis des décennies. Donc, la prévalence était de l'ordre de 80% dans les années 60. Aujourd'hui, on a dit que c'était moins de la moitié. On est autour des, vous l'avez dit, 35-45%. Et il y a des gradients en France, c'est-à-dire que la prévalence n'est pas la même dans toutes les régions. On voit notamment un gradient est-ouest, donc il y a plus d'infections dans l'ouest que dans l'est. Cela peut venir directement des conditions climatiques. On a dit que le parasite en fait résistait mal aux températures extrêmes et donc la durée de vie, vous avez parlé des zoocystes, cette fameuse forme qui survit très longtemps dans l'environnement, peut varier.
L'agroalimentaire évolue beaucoup. Vous avez parlé des modes de conditionnement des aliments, et la congélation a beaucoup apporté aussi dans la destruction de beaucoup de parasites. Et puis la consommation de viande ovine a beaucoup diminué également depuis quelques décennies. Donc en fait, toutes ces modifications-là conduisent à la diminution de la prévalence de la toxoplasmose. Donc il faut poursuivre les efforts et recommander le dépistage pendant la grossesse pour les femmes séronégatives, qui pose des problèmes parce que ça a des coûts, et elles sont, comme vous l'avez dit... Enfin, séronégative, attention. Oui, on parle pour la toxoplasmose uniquement. On parle de la toxoplasmose, parce qu'il faut préciser... Vous avez raison de le préciser, parce qu'en fait, on extrapole, on parle d'une sérologie. La sérologie, c'est pour tout agent infectieux. Et donc, on parle aussi de personnes toxonégatives. Et donc ça pose d'autres problèmes d'ordre économique, parce que comme vous l'avez dit, les femmes toxonégatives sont de plus en plus nombreuses. Et donc comme vous l'avez très bien rappelé à l'instant, une femme toxonégative doit avoir une sérologie tous les mois pendant sa grossesse pour vérifier qu'elle ne s'est pas contaminée à la toxoplasmose. Parce que la raison pour laquelle on fait ça, c'est que si la personne se contamine, on peut lui proposer un traitement préventif qui protège le fœtus, justement, avec un antiparasitaire. Alors, on peut, justement, il est conseillé de traiter la femme enceinte séronégative par des prises d'antibiotiques par cure de 10 jours par mois jusqu'à l'accouchement. On parle de spiramycine, de rovamycine, je ne sais pas si ce sont les produits les plus adaptés, mais en fait, je pense que ça vaut la peine, parce que évidemment, il y a un risque très sérieux d'infection jusqu'au bout de la grossesse. Donc, en gros, une femme enceinte qui est séronégative pour la toxoplasmose, eh bien, il y a moyen de se protéger par des cures de spiromycine ou d'autres produits équivalents, et en fait, par une mesure systématique de sérologie, et aussi par des précautions de comportement ou d'aliments. Il n'y a pas besoin d'euthanasier le chat ou de l'envoyer chez les grands-parents, mais si vous voulez, il faut s'en méfier néanmoins. Alors, si vous voulez, là, il est important de bien vérifier tout ça. Alors, en ce qui concerne les jeunes enfants qui sont séronégatifs pour la toxoplasmose, eh bien, en fait, là encore, je lis les recommandations. Il faut leur dire qu'ils ne mettent pas le doigt à la bouche. Alors là, je pense que c'est un adulte qui a écrit ce genre de recommandations, c'est-à-dire que les enfants se roulent par terre. On peut pas les empêcher de se contaminer tout seul. Alors il faut à ce moment-là croiser les doigts, mais essayer néanmoins d'avoir la meilleure hygiène possible pour éviter que ça puisse arriver trop tôt. Parce qu'il faut dire que plus un enfant est jeune, plus la toxoplasmose chez lui peut avoir des effets négatifs, parce que, comme vous l'avez dit tout seul, tout à l'heure, son système immunitaire est en cours d'évolution, et par-dessus le marché, le système immunitaire des enfants est mis à rude épreuve par les calendriers vaccinaux, et qui sont souvent une espèce de douche froide qui secoue beaucoup le système immunitaire des enfants qui n'est pas encore mûr. Alors si on doit lui ajouter la toxoplasmose, c'est un peu trop, à mon avis. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas s'il y a un effet cumulatif. Les synthèses d'anticorps induites par les vaccins, en fait, sont ont pour but justement de fortifier le système immunitaire et de protéger l'enfant. Si on proposait, imaginons un jour, un vaccin anti-toxoplasmose, qui n'est absolument pas pour l'instant en cours de développement, cela pourrait avoir un intérêt aussi, mais pour cela, il faut que nous démontrions nos hypothèses, comme on l'a dit. Oui, mais ce que je disais, c'est que, si vous voulez, vous avez beaucoup de médecins qui considèrent que il faut étaler les vaccins plutôt que de donner un vaccin avec d'une quantité de valence différente, c'est-à-dire qui vaccine en bloc contre diverses maladies, parce que ça met à l'épreuve le système immunitaire des enfants. En gros, moi je disais, si quitte à vacciner, autant étaler la vaccination pour ne pas trop secouer le système immunitaire des enfants. Alors si on rajoute à ces vaccinations une infection par la toxoplasmose, ça peut véritablement mettre le système
immunitaire des enfants aux limites de ce qu'il peut supporter. Je pense que ce serait une étude vraiment très intéressante d'étudier effectivement chez les jeunes enfants l'impact du calendrier vaccinal et l'impact de la séroconversion à la toxoplasmose et de voir leurs effets sur le système immunitaire. Alors en fait, il y a toutes sortes d'études qui sont présentes pour les risques de toxoplasmose pour le bébé, mais ça je dirais qu'on manque réellement d'études là-dessus. Alors cette toxoplasmose n'est pas quelque chose d'inoffensif du tout, et il est très important de dire que l'attitude consistant à dire il vaut mieux l'avoir eu n'est pas bonne. C'est-à-dire que si on a eu la toxoplasmose, si on l'a attrapée, on peut dire c'est la faute à pas de chance, si j'ose dire. Mais si on n'a pas de séquelles, on peut s'en féliciter. Mais ça donne quand même des séquelles malgré tout. Ça change le comportement, ça a toutes sortes d'effets évidents et des effets non évidents. Alors pour un adulte, si vous voulez, le cerveau est quelque chose de très mystérieux, mais il compense d'une certaine façon. C'est-à-dire si le toxoplasme bousille en quelque sorte une partie du cerveau, ce qui arrive, c'est en particulier dans la consommation in utero des jeunes enfants, c'est ce qui est réellement le cas. Donc, mais si c'est un adulte, ça bousille une partie du cerveau, eh bien, il peut y avoir une compensation qui fait qu'une autre partie du cerveau compense la destruction. Ça arrive, si vous voulez, que vous ayez des gens qui soient victimes de traumatismes cervicaux graves, y compris, par exemple, de blessés par balle, où la balle a détruit une partie du cerveau et qui miraculeusement recouvrent la conscience et qui ont donc une partie du cerveau en moins et qui malgré tout peuvent arriver à vivre à peu près normalement. Donc ça se passe chez l'adulte. Et donc on peut imaginer qu'un mécanisme comme ça est présent pour les personnes infectées par la toxoplasmose chez les adultes. Mais chez les enfants qui ont toute leur évolution, leur construction mentale et immunité en devenir, ça ne peut avoir que des effets calamiteux. Est-ce que j'ai tort de dire ça ? On n'a pas étudié le sujet. Moi, je pense que c'est vraiment très important justement de l'étudier parce que vous avez raison de préciser que dire c'est bénin, il n'y a pas de conséquences. On a quand même des arguments très sérieux pour dire qu'il y a des associations statistiques qui vraiment interrogent beaucoup des liens avec plusieurs maladies. Et comme vous l'avez très bien souligné, le cerveau est fragile et notamment dans sa phase de développement. Et donc notre cerveau se développe que jusqu'à l'âge de 21 ans. Il y a certaines zones du cerveau qui ne sont pas matures en fait et qui continuent leur maturation à l'adolescence. Et c'est justement l'une des hypothèses du déclenchement de la schizophrénie. Parce que la schizophrénie, on commence à bien connaître les aires cérébrales qui sont perturbées dans cette maladie. Et il y a notamment une implication du cortex préfrontal, le cortex qui est le dernier à maturer autour de la vingtaine et donc c'est justement ces connexions-là qui sont très importantes dans tout un tas de fonctions cognitives et donc à partir de là, effectivement, il faut vraiment qu'on pousse les investigations, je pense, pour savoir ce que le parasite fait et à quel moment et ensuite tout en ayant à l'idée qu'il faut pas oublier que tout dépend du terrain, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont réagir différemment en fonction de leur terrain immunitaire et de leur patrimoine génétique. Nous avons des systèmes immunitaires très différents d'un individu à l'autre et donc par rapport à ça, se dire je suis d'accord avec vous, une fois qu'on sait qu'on est positif pour la toxoplasmose, s'il n'y a pas de conséquences dans la vie, cela ne doit pas être un problème, c'est fait. Par contre, à l'inverse, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas recommander la contamination volontaire en disant comme ça au moins la contamination sera faite parce que l'on voit qu'on a quand même tout un tas d'arguments. Guillaume Font, je répète pour nos auditeurs qui prennent l'émission en route que nous avons une émission assez passionnante, je dois dire, alors Guillaume Font est psychiatre et chercheur à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et il nous parle de la schizophrénie et de la toxoplasmose. La toxoplasmose, en gros, est une infection
à tort considérée comme bénigne, mais qui touche à peu près 50% des Français. La schizophrénie touche une personne sur 200, environ 0,5% des Français, et ensuite, sur ces 0,5%, environ un cinquième, en gros, des patients, et à la louche, si j'ose dire, et doit sa schizophrénie à la toxoplasmose. Donc c'est pas du tout un problème innocent, c'est un problème de santé publique, et vos travaux innovent dans ce secteur parce que ça doit, il faut naturellement en tenir compte dans le comportement qu'on peut avoir vis-à-vis de la toxoplasmose et aussi vis-à-vis de la schizophrénie. Alors ceci étant, la schizophrénie, pour revenir à ce symptôme, qui est en gros, si je voulais simplifier, mais ça je vous demande pas de le dire, moi je le dis, mais si vraiment c'est trop loin de ce que vous pensez, eh bien, il faut que vous me corrigiez. En gros, c'est dû à ce que le toxoplasme a bousillé une partie du cerveau. En gros, c'est à peu près ça. Bousillé la formation de dopamine, toutes sortes de phénomènes. Disons, le toxoplasme a fait des dégâts. Et ces dégâts vont engendrer une schizophrénie. Alors, la schizophrénie, là aussi, je suis un petit peu intéressé pour savoir si, parmi les différents types de schizophrénie, vous avez pu faire une classification de celles qui sont liées au toxoplasme, ou qui sont concomitantes. Enfin, tout laisse à croire que... Eh bien, par exemple, vous avez plusieurs classifications de schizophrénie. Par exemple, vous avez la schizophrénie simple, la schizophrénie paranoïque, la schizophrénie catatonique. Alors, par exemple, le patient est comme figé, il est en catatonie, une poupée de cire. La schizophrénie hébéphrénique, c'est la dissociation des fonctions cognitives. La schizophrénie dysthymique, c'est les troubles, les accès aigus qui accompagnent le syndrome dépressif. Et ainsi, vous avez toute une classification. Et cette classification, d'ailleurs, n'est pas la même que celle des américaines, où vous avez en gros paranoïde, catatonique, désorganisé, indifférencié et résiduel. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au point dans votre cohorte, de distinguer ces différents types de schizophrénie? Alors je vous remercie de me poser la question, car c'est précisément l'une des questions auxquelles on va tenter de répondre avec notre suivi de cohorte. Donc pour le rappeler pour nos auditeurs, en fait, il y a un suivi qui a été mis en place en fait depuis le mois de janvier 2015 et qui se terminera au 31 décembre 2018 sur l'ensemble des centres experts schizophrénie de France, donc les 10 centres experts. La liste des centres experts est disponible sur Internet, sur le site de la Fondation Fondamentale, donc j'invite toutes les personnes intéressées à se renseigner. Le but de ce suivi, en fait, on cherche à répondre à plusieurs questions. La toxoplasmose est l'une des questions qui est posée, et c'est précisément la question que vous avez posée, c'est quel est l'impact d'une infection à la toxoplasmose sur le devenir et le mode évolutif des schizophrénies. On parle de schizophrénie au pluriel, vous l'avez bien dit. On en a parlé dans la première partie de l'émission. On a expliqué qu'il y avait plusieurs formes de schizophrénie, et les données génétiques sont en train de nous apporter de nouveaux éléments, parce qu'avant il y avait plusieurs types de schizophrénie clinique, c'est-à-dire avec des symptômes différents, ce qu'on voyait à l'œil nu, et maintenant on découvre qu'il y a plusieurs formes de schizophrénie sur le plan génétique également. Et donc on essaye justement de mieux décrire, de mieux classifier les types de schizophrénie pour ensuite pouvoir proposer des traitements sur mesure pour le patient, ce qu'on appelle la médecine personnalisée, parce que on l'a dit en première partie d'émission, une partie des patients ne répond pas au traitement antipsychotique. Environ un tiers des patients, et donc on essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence, et donc effectivement on cherche des biomarqueurs, des marqueurs de maladie objectifs. Pour l'instant on a de la difficulté justement à en trouver, car on a expliqué les difficultés à appréhender les marqueurs du cerveau qui ne circulent que rarement dans le sang, et les techniques d'imagerie ne sont pas encore assez poussées aujourd'hui pour pouvoir répondre aux questions, par exemple de la présence ou de l'absence de la schizophrénie et de la cause déclenchante de la schizophrénie. Donc on va en fait au cours des 4 ans qui arrivent continuer à inclure des patients. On en a pour l'instant une 50aine et notre objectif est d'en avoir 400. Donc j'invite toutes les personnes intéressées qui ont une schizophrénie, qui souhaitent participer à l'étude, à nous contacter via le site de la Fondation Fondamentale.
Et donc le but... fondamental, ça s'écrit sans E. Hein. Exactement, il n'y a pas de E à la fin. La Fondation fondamentale, c'est une fondation de coopération en santé mentale. C'est une fondation qui a pour but de soutenir la recherche en santé mentale, car la situation actuelle en France est difficile pour la recherche en général, mais en particulier pour la santé mentale, qui est encore stigmatisée. On pense qu'on ne peut pas soigner la schizophrénie, que la schizophrénie c'est dans la tête, et donc c'est quelque chose de très mal connu. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse faire des émissions comme celle d'aujourd'hui, pour vraiment informer les personnes de ce qu'est la schizophrénie. C'est une maladie qui se soigne, qui a des traitements sur lesquels on fait de la recherche et sur lesquels on a encore beaucoup de terrain d'avancée devant nous. Alors, Guillaume Font, vous avez justement bien mentionné, et il est important de dire que la schizophrénie, ça se diagnostique essentiellement à l'aide d'une échelle de symptômes qui sont positifs ou négatifs. C'est ce qu'on appelle le PANNS. Hein, c'est un sigle qui permet de voir positive et négative symptômes. Enfin bon, c'est à peu près ça. Je m'excuse, c'est en anglais. Mais par contre, on réalise en général, lorsque le diagnostic de la schizophrénie, un certain nombre de tests pour vérifier que ce n'est pas autre chose que de la schizophrénie, c'est-à-dire des scanners cérébraux, de l'électroencéphalographie, des analyses même de thyréostimuline pour éliminer l'hyper- ou hypothyroïdie qui peuvent être aussi générer un certain nombre de symptômes. Et une fois qu'on a éliminé tout ça, eh bien, si vous voulez, on arrive au diagnostic de schizophrénie. Mais votre travail est très compliqué parce que dans les troubles psychiatriques, vous avez toutes sortes de pathologies. Vous avez cité les troubles bipolaires. C'est l'alternance de phases maniaques euphoriques à des phases dépressives. Et ça aussi, c'est difficile de diagnostiquer un bipolaire parce que si on tombe au moment où il est en crise, en quelque sorte, ça se voit, mais sinon, ça peut très bien ne pas se voir la moitié du temps. Là, je me trompe pas en disant ça, oui. Oui. Et puis, vous avez les troubles schizoaffectifs, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Alors, par exemple, si vous voulez, là, c'est quelque chose qui peut se voir. Enfin, mais c'est souvent, ça peut être une simple maniaquerie. Hein. On va cataloguer des gens qui font toujours les mêmes gestes comme troubles obsessionnels compulsifs. Ça existe. On a des critères très bien définis pour séparer le normal du pathologique. Oui, je suis d'accord. Mais bon, si vous voulez, là, parfois, la frontière est ténue. Vous avez bien entendu, alors il faut quand même insister là-dessus, vous en avez parlé plusieurs fois, c'est l'exposition aux substances comme le cannabis. Alors le cannabis, rappelons que c'est un poison extrêmement violent pour le cerveau qui peut laisser des séquelles définitives et en tant qu'universitaire, j'ai rencontré par exemple des étudiants qui fumaient du cannabis, c'est très répandu, et qui n'avaient absolument perdu toute capacité de faire un raisonnement précis. Une fois qu'on est exposé au cannabis, ça a une certaine rémanence pendant pas mal de temps, et en fin de compte, je vois des personnes qui étaient incapables de faire un raisonnement, et je leur dis, mais je sais pas ce que vous faites ici, et en fait, je me rends compte que cette personne, un étudiant par exemple, avait eu des résultats très brillants, jusqu'à un point précis, où tous ces résultats scolaires s'effondraient. Et alors là, je lui ai posé la question, écoutez, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, en novembre 2003 ? Et là, finalement, j'arrive à obtenir de cet étudiant qui s'est mis à fumer du cannabis. Et si vous voulez, ça a toujours des résultats catastrophiques, il faut le dire. Et ce n'est pas parce que c'est devenu très courant qu'il faut l'excuser. C'est quelque chose de dangereux, et surtout dangereux pour le cerveau. Alors vous me direz, bon, il y a des tas de choses dangereuses pour l'individu, le tabac, l'alcool, bon, des tas de choses. Et finalement, on peut dire, c'est intéressant de vivre dangereusement, mais avec le cannabis, on tue son cerveau, essentiellement. Est-ce que j'exagère en disant ça
Ouais, je pense que vous avez raison justement d'associer cannabis, alcool et tabac, parce que ce sont les 3 substances les plus consommées qu'on retrouve chez nos patients souffrant de schizophrénie. Et je pense justement que donc on est d'accord que des substances psychoactives qui altèrent les capacités cognitives ne sont pas bonnes et ne sont vraiment pas à recommander, dans le sens où vraiment le cannabis induit des symptômes d'ailleurs qui peuvent s'apparenter à certains symptômes négatifs de la schizophrénie. Et donc on reçoit des jeunes comme ça qui ont entre 16 et 20 ans, qui commencent à ne plus fréquenter leurs amis, se replier sur eux-mêmes, avoir, comme vous l'avez dit, des infléchissements scolaires très importants. Et donc on sait que c'est une période de la vie qui est très importante pour le devenir, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Et donc il faut pas rater le virage. Et donc l'arrêt du cannabis est vraiment à recommander quand on présente des symptômes aussi sévères que ceux que l'on vient de décrire. Mais d'un autre côté, il est important de n'absolument pas banaliser par exemple la consommation de tabac, parce qu'en fait il y a de plus en plus d'études qui étudient les liens entre schizophrénie et tabac. Il y a une surreprésentation des fumeurs chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. Plus de la moitié est fumeur, alors qu'en France c'est 30% des personnes. Et les modes de consommation de tabac sont différents, c'est-à-dire que les personnes avec schizophrénie qui fument beaucoup plus que les fumeurs en moyenne. Beaucoup plus de tabac. Et donc le tabac est un toxique pour le cerveau. Alors il a plusieurs fonctions pour lesquels il rend addict, notamment c'est la nicotine qui améliore des capacités de concentration, de mémoire, qui pour certains peut faire baisser l'anxiété aussi. C'est la raison pour laquelle il est consommé. Il y a un rituel social. Mais à l'inverse, par contre, exposer son cerveau pendant des années au tabac peut avoir des effets inflammatoires et toxiques sur le cerveau à long terme. Et il y a une telle dépendance, nous on voit de telles difficultés à arrêter le tabac chez nos patients, que la prévention semble très importante aussi chez les adolescents. Donc cannabis, mais aussi tabac. Enfin, en tout cas, c'est vraiment... alors, j'ai pas fini. Alors, vous avez les troubles de la personnalité. Alors ça, c'est la classification officielle. Alors vous savez que cette radio se flatte d'éviter de parler anglais systématiquement, parce que l'anglais nous envahit, nous résistons, mais je vois trouble de la personnalité borderline, c'est-à-dire limite, c'est le terme qui est consacré dans la classification française. L'anglais nous a envahi. Mais ce sont des gens qui sont limite, en quelque sorte. Est-ce que... Alors, l'état limite, il y a une différence entre le terme français état limite et le terme anglais borderline. C'est-à-dire que c'est pas une traduction littérale. L'état limite, en fait, était un concept qui a été développé en France par la psychanalyse, qui décrivait une personnalité qui était dans le tout ou rien et qui pouvait osciller et présenter parfois des symptômes de psychose, parfois des symptômes de névrose. Et c'est pour ça qu'on appelait ça l'état limite. C'est parce qu'on était toujours à la frontière d'une pathologie ou d'une autre. Alors que le trouble borderline n'a pas de vraie traduction française aujourd'hui, ce qui est une limite, et lui a été défini par les anglo-saxons sur des comportements. Et donc parmi ces comportements, il y avait l'impulsivité, la labilité et le fait souvent de se porter atteinte à soi-même, donc par des actes auto-agressifs ou parfois hétéro-agressifs. Alors puisque j'ai le privilège d'avoir un psychiatre devant moi, j'en profite pour poser une question en ouvrant une parenthèse, qui tracasse beaucoup les parents de jeunes enfants parfois, c'est l'hyperactivité. Est-ce que l'hyperactivité est un symptôme psychiatrique ou c'est quelque chose qui est naturel chez l'enfant et qui s'exprime avec plus ou moins de force ? Alors en psychiatrie, on parle, pour être complet, de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH. Il y a des parents qui nous écoutent, ils ont peut-être vu ce sigle passer quand ils se sont renseignés sur ce qu'on appelle l'hyperactivité pour aller vite. Le symptôme le plus visible de l'hyperactivité, c'est justement un enfant qui est agité, qui est plein d'énergie et qui bouge beaucoup. Ça, c'est très positif. Généralement, un enfant, il est curieux, il a l'énergie, il a envie de découvrir le monde. Ça, c'est pas pathologique. Un enfant qui ne respecte pas les règles, l'autorité, ce n'est pas
pas pathologique non plus. Voilà, il peut s'opposer, il peut y avoir tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Donc nous faisons vraiment attention à ne pas psychiatriser des choses qui n'ont pas à être psychiatrisées. Par contre, en pédopsychiatrie, ce que l'on voit, c'est beaucoup de parents qui sont en demande de guidance parentale, donc de conseils d'éducation, de réassurance avec des enfants pour qui ils voient des difficultés à faire respecter l'ordre ou des difficultés scolaires ou des difficultés avec les frères et sœurs, etc. Donc, une partie du rôle des pédopsychiatres est d'accompagner les parents et de les rassurer aussi sur la situation normale de leur enfant. À côté de ça, il existe un vrai syndrome qui touche des enfants et qu'on appelle le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui se traite d'abord avant tout par psychothérapie, avec des psychothérapies comportementales. Donc ce sont des enfants qui ont des déficits d'attention très importants. Donc par exemple, on va les mettre, s'ils sont au dernier rang, ce qui est souvent le cas, ce sont des enfants qui sont en souffrance dans leur situation. C'est important de le rappeler, c'est-à-dire que c'est les enfants qui se plaignent avant tout. C'est pas les parents qui décident que leur enfant a un problème, c'est l'enfant qui est en souffrance dans son milieu familial, dans son milieu scolaire et avec ses amis. Il est souvent rejeté par ses camarades parce que justement il n'arrive pas à focaliser son attention et l'hyperactivité est désordonnée, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à participer à un jeu, il n'arrive pas à suivre les règles et du coup il énerve ses camarades, les parents sont dans l'incompréhension, l'instituteur ou l'institutrice ne comprennent pas non plus. Alors les instituteurs sont de mieux en mieux formés à repérer, c'est eux qui souvent tirent la sonnette d'alarme en disant j'ai vu qu'il y avait des choses qui méritent un bilan par un pédopsychiatre et là il y a des tests bien définis et donc ensuite avec des traitements adaptés. Donc je pense que c'est important de rappeler que on n'est pas là pour normaliser, voilà, faire des enfants des robots tous dans le même moule pour être bons à l'école. C'est pas le but. Le but c'est s'il y a un trouble authentifié, d'apporter des solutions à ce trouble qui pour la plupart du temps sont des solutions sur un plan psychothérapique et de soutien, parce qu'on diabolise beaucoup sur l'histoire des médicaments. Alors c'est là où je peux encore ouvrir une autre parenthèse, puisqu'on a parlé beaucoup de sujets. On peut, si vous voulez, sur le diagnostic psychiatrique, un jour j'avais vu un psychiatre dans une de mes vies antérieures, puisque je suis statisticien et je fais un certain nombre de statistiques de temps en temps pour comparer des objets entre eux, qui avait présenté une magnifique échelle d'appréciation par des tests. Vous savez, du style, par exemple, je vais vous dire une 32, 58, 27, 43, 19, citez-moi ces chiffres dans l'ordre ou dans le désordre, et puis les gens disent, eux, se souviennent du premier, mais pas des autres, voyez. Et donc, en fonction du nombre de chiffres retenus, on va dire, la mémoire est bonne, etc. Enfin, il y a toutes sortes de tests en tout genre, et ensuite, une fois qu'on a les résultats de ces tests, on les agrège, et ensuite, on donne un résultat de test qui est normalisé et qui est traduit sur une échelle de loi de Laplace-Gauss, loi normale. Alors, il me disait, voilà, eh bien, on arrive à un résultat de test et on a une expérience très importante de ce test. On a plus de 150 000 tests qui ont été faits dans la population et on connaît l'écart type avec une précision de fer. Et donc, à partir du moment où vous avez une personne qui dépasse 1,96 fois l'écart type, eh bien, on décide qu'il est bon pour l'hôpital, en quelque sorte. Je simplifie, mais je caricature. Et je lui dis, mais attendez, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Il me dit, mais vous êtes statisticien, vous savez que ça représente le niveau de probabilité de 97,5% d'être dépassé dans une population de la place. Je lui dis, oui, mais vous postulez a priori qu'il va y avoir 2,5% ou 5% en valeur absolue de personnes qui sont dans un état pathologique. Et la définition de l'état pathologique, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Et à la limite, on pourrait très bien dire qu'il y a peut-être 10% ou 15% de personnes dont l'état est réellement pathologique, par exemple pour la schizophrénie, dans la population générale. Et cette population générale, si on se limite à un test statistique, on va fixer le niveau de dépassement. Alors c'est là où je pose la question, qu'est-ce qui est pathologique ou qu'est-ce qui n'est pas pathologique dans l'ensemble des comportements qui sont ceux de la population. La population humaine est extrêmement différente. Vous allez avoir des gens qui vont avoir des manies, toutes sortes de choses. Est-ce que ce n'est pas difficile pour vous de décider ce qui est pathologique de ce qui ne l'est pas?
Donc, je vous remercie de me poser la question. Ce que vous avez décrit, c'est l'approche neuropsychologique de la définition, par exemple, du QI, le quotient intellectuel. Oui, et donc ça, c'est un très bon exemple, car il s'agit effectivement de tests normativés et donc avec des approches mathématiques, statistiques rigoureuses. Et là, le but est de définir une efficacité intellectuelle, tout en sachant que ça reste un chiffre et qu'après, il faut l'adapter aux circonstances et surtout à la vie réelle. Ce sont des tests de laboratoire qui donc après doivent être transposés à la vie réelle. Est-ce que la personne est capable de suivre une conversation, d'aller faire ses courses, etc. On n'a jamais en psychiatrie défini un état pathologique par une loi mathématique. On travaille avec l'humain, on sait que l'humain ne peut pas être, ou en tout cas on n'a pas suffisamment de connaissances de paramètres pour modéliser l'ensemble des éléments qui influencent le comportement, le devenir, etc. Donc ça, les choses sont très claires. Ce n'est pas un résultat à une échelle qui définit un diagnostic. Nous avons des échelles, vous avez cité tout à l'heure la PANSS, une échelle d'évaluation des symptômes de la schizophrénie. Le diagnostic ne se fait pas sur l'échelle, ça c'est l'échelle d'évaluation de la sévérité des symptômes. Et toutes les échelles ont pour but d'évaluer à un instant T de façon structurée pour que les personnes qui les font passer aient les mêmes conclusions en voyant la même personne, donc d'évaluer des dimensions. Donc après on peut discuter la valeur de chaque échelle. Il y a des échelles qui ont des avantages, des inconvénients, qui explorent mieux certaines choses et d'autres moins bien, etc. Et on essaye d'avoir les meilleurs outils possibles, sachant que c'est toujours compliqué de bien décrire de façon fidèle la réalité subjective d'une seule personne qui est unique. Et donc ensuite, là où on dit la différence entre le normal et le pathologique, c'est là où vous avez parlé en début d'émission de l'influence du culturel. Nous, par exemple, on voit des personnes qui peuvent avoir, dans le cadre des expertises au centre expert schizophrénie, on voit des croyances extraordinaires. Le fait d'avoir une croyance extraordinaire, vous avez parlé tout à l'heure des troubles de personnalité qui peuvent s'apparenter à des formes légères de schizophrénie, c'est ce qu'on appelle la schizotypie, par exemple. Ce sont des personnes qui peuvent avoir une apparence un peu bizarre, des croyances un peu bizarres, un peu farfelues. Et donc des pensées magiques, etc. Mais qui par ailleurs fonctionnent bien, sont insérés, ne se plaignent pas et leur entourage les accepte tels qu'ils sont. Je pense que la reconnaissance de l'entourage est très importante sur le caractère dysfonctionnel de la personne. Pour nous, c'est un marqueur très important puisqu'en fait, c'est le milieu culturel dans lequel la personne a grandi et s'est développée qui nous détermine le normal et le pathologique. S'il y a plusieurs enfants et qu'il y en a un seul qui développe des comportements qui peuvent sembler excentriques, un peu bizarres, on va se dire, voilà, il se passe peut-être quelque chose, et après on explore dans les croyances culturelles environnantes, est-ce que c'est normal ou pas de croire à telle ou telle pensée magique ou pas. Donc ça, c'est ce qui nous permet par exemple de définir le délire. Donc et ensuite il y a le retentissement, c'est-à-dire qu'en fait on évalue, et ça c'est pour tous les troubles psychiatriques la même chose, c'est-à-dire que si la personne ne se plaint pas et qu'il n'y a pas de retentissement dans sa vie, parce que dans la schizophrénie parfois les personnes ne se plaignent pas parce qu'elles n'ont pas conscience des troubles, ce qu'on appelle l'anosognosie. Donc là c'est un peu particulier parce que dans les autres troubles psychiatriques les personnes ont une plainte, et ensuite on évalue le retentissement, et donc après je suis d'accord avec vous que ça pose la question de qu'est-ce qu'une vie normale. À un moment donné, est-ce qu'une vie normale, c'est travailler, c'est avoir des amis, c'est avoir une vie sentimentale et avoir ou pas des enfants? Là, le débat est ouvert. Oui, mais je dirais que ça pose la question de l'excentrisme. L'excentricité n'est pas une pathologie. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Alors c'est important de le dire quand même, parce que si on veut vraiment ramener tout le monde à une norme, eh bien on finit dans un univers qui n'est pas très intéressant. Je dirais ça, c'est une espèce d'opinion générale. Alors il y a un trouble dont on n'a pas parlé, mais qui est lié à tous ces autres troubles, c'est l'autisme. Alors l'autisme n'est pas lié à la schizophrénie. Mais peut-être que si on décrit l'autisme, eh bien le fait, vous avez des autistes qui sont catatoniques en fait, c'est-à-dire qui sont enfermés sur eux-mêmes et qui ne communiquent pas. Alors quel est le rapport de l'autisme avec la schizophrénie ?
On a à peu près effectivement un tiers des symptômes qui sont communs entre l'autisme et la schizophrénie. C'est pour ça qu'au Centre Expert Schizophrénie, nous avons des demandes diagnostiques où parfois nous hésitons sur des formes d'autisme et sur des formes de schizophrénie pour des personnes qui développent par exemple des schizophrénies précoces, c'est-à-dire qui commencent plus tôt que l'adolescence. Donc l'autisme, c'est un trouble dont le diagnostic se pose avant l'âge de 3 ans. Donc c'est-à-dire que le début des troubles apparaît très tôt dans le développement de l'enfant. Et il y a parfois des autismes tardifs aussi. Alors le sujet est en train d'être mis sur la table dans la recherche. Normalement, le diagnostic de l'autisme inclut des troubles des apprentissages et des interactions sociales très précoces avant l'âge de 3 ans. Si il y a une apparition plus tardive, on peut parler de spectre autistique, donc de ce qu'on appelle les troubles envahissants du développement, donc une forme particulière de trouble du développement du cerveau de l'enfant et du trouble du développement des capacités sociales. Mais généralement, on réserve le terme d'autisme à la forme homogène qui commence avant 3 ans avec un trouble des interactions sociales très important, un regard fuyant, des difficultés d'empathie, de cognition sociale, donc c'est-à-dire la capacité à se représenter les pensées des autres et à s'ajuster sur le plan émotionnel et intellectuel à son entourage, à comprendre le second degré par exemple. Et donc souvent cela s'accompagne de troubles des apprentissages, du langage ou de l'écriture en même temps. Alors vous avez aussi le syndrome d'Asperger. Oui. Ça, c'est encore une forme particulière d'autisme. Mais bon, je ne vais pas vous embêter en vous faisant faire tout le tour de la psychiatrie, mais c'est une question sous-jacente que les auditeurs, s'ils étaient, ne manqueraient pas de poser avec une grande naïveté, mais je vais me mettre à leur place. Est-ce que la psychanalyse peut aider à résorber certains troubles de la schizophrénie ? Alors, la psychanalyse, en fait, a une position particulière en France et en Argentine aussi. Ce sont les deux pays où la psychanalyse reste encore très répandue et très influente. Je pense ne pas trahir la pensée de la plupart des psychanalystes en disant que la psychanalyse, ce qu'on appelle la cure analytique, c'est très important de faire la différence entre une cure analytique, ce qu'on appelle couramment la psychanalyse, et une psychothérapie d'inspiration analytique. Ce sont deux choses bien différentes. Le but de la psychanalyse au sens classique, c'est-à-dire le divan ou pas d'ailleurs, mais en tout cas une démarche auprès d'un psychanalyste, le but est la connaissance de la psyché et non pas le soin. Dans la schizophrénie, on en parlait tout à l'heure, mais dans l'autisme aussi et dans tous les troubles mentaux, un des marqueurs du fait qu'on est en face d'une maladie, c'est aussi la rupture avec l'état antérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous l'avez très bien dit, quand on a parlé de la consommation du cannabis, mais dans les maladies psychiatriques, c'est la même chose avec ou sans consommation de cannabis, il y a à un moment donné quelque chose qui fait une coupure dans le développement de la personne et qui fait qu'elle n'est plus comme avant et que l'on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'une personnalité ou voilà où il y a quelque chose qui dysfonctionne vraiment. Et donc la psychanalyse en fait a pour but la connaissance de soi, c'est-à-dire qu'en fait on va faire face à ses pensées, à ses émotions, et c'est pas toujours facile, notamment par exemple quand on est plutôt déprimé ou quand on est très anxieux. Faire face à ses propres démons quand on est déjà fragilisé et déprimé et stressé, ça peut être parfois encore plus stressant et fragilisant. Donc faire une démarche analytique, c'est une démarche éminemment personnelle, mais qui demande aussi d'être prêt, et c'est une démarche en plus qui s'inscrit vraiment dans le temps, parce que généralement c'est plusieurs années, qui a aussi un coût financier, et qui n'a pas pour but la disparition d'un symptôme. En tout cas, ce n'est pas comme ça que c'est présenté par les personnes qui pratiquent la psychanalyse, en tout cas pour la majorité. Ensuite, la psychanalyse peut être utilisée par des psychologues dans des soins de psychothérapie pour comprendre l'origine des troubles des personnes. Il s'agit d'une carte de lecture, en fait, comment on écrit son propre roman personnel pour essayer aussi de remettre les choses en place dans sa mémoire, ses souvenirs, pour que les pensées du passé ou les angoisses de l'avenir soient moins douloureuses à la présence de la psyché. Et donc, ceci peut être structurant lorsqu'une personne a été, mettons, traumatisée par des incidents de sa tendre enfance qui influent
sur son comportement. On parle toujours, je vais pas faire un cours de Freud qui est souvent aussi extrêmement décrié, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui apporte un soin à la pathologie. C'est-à-dire que ça peut être un accessoire, mais il faut, pour les personnes qui sont atteintes de schizophrénie, absolument aller voir un psychiatre médecin avant tout. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Les thérapies qui ont prouvé leur efficacité dans la schizophrénie, bon, déjà il y a le traitement médicamenteux, effectivement comme on l'a dit, qui est indispensable, et les psychothérapies qui ont montré leur efficacité. Donc ce sont d'un côté les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, sur la gestion de certains symptômes, mais aussi sur les compétences sociales, et la remédiation cognitive, donc une psychothérapie qui a pour but d'augmenter les fonctions cognitives, donc la concentration, la mémoire, et la planification, la capacité à faire face au quotidien. Mais j'ai jamais entendu un exemple où vous avez une personne qui était maniaque, enfin bon, je sais pas si le terme correspond, mais disons qui avait une espèce de folie de la propreté et qui pouvait sortir de chez elle qu'avec des gants, avait l'impression que tout était sale, et on arrivait par conviction à lui faire mettre les mains par terre, ce qui est quelque chose d'absolument épouvantable, mais je dois dire que si vous avez parfois ce genre on peut modifier le comportement des gens à force de raisonner, et cette chose se fait par psychothérapie en quelque sorte. Oui. Alors que la psychanalyse est quelque chose de complètement différent et, comme vous l'avez dit, très coûteux. Alors je pense que parfois les gens ont une confusion entre les différentes approches, et je pense que lorsqu'on est malade, il faut aller voir le médecin. Je simplifie. Enfin, oui. Alors, donc tout ceci est important, et je pense que il faut bien voir que ce que vous nous dites, en quelque sorte, et qui est, à mon avis, parfaitement clair, c'est que des maladies psychiatriques comme la schizophrénie sont des choses extrêmement complexes et ont une origine très vraisemblablement multifactorielle. C'est-à-dire que ça va venir d'origine du génome, c'est-à-dire de l'hérédité en quelque sorte. Ça va venir d'origine extérieure, environnementale, et éventuellement il va y avoir des interactions avec d'autres pathologies, comme précisément la toxoplasmose. Mais ceci nous donne quand même une vision très claire et très précise de ce qui se passe, et en même temps ça pose maintenant, je reviens sur la toxoplasmose, le problème du comportement que les pouvoirs publics peuvent avoir avec la toxoplasmose. Alors tout à fait au début, j'avais entamé l'histoire de la toxoplasmose, mais par exemple pour les femmes enceintes, la nécessité de faire un test pour voir si elles ont une sérologie positive ou négative vis-à-vis de la toxoplasmose, ce n'est pas si vieux. Ça date des années 70, si je ne m'abuse. C'est à peu près dans cette période-là que on a dit c'est nécessaire de faire ça, parce que si jamais vous êtes infecté par le toxoplasme au milieu de votre grossesse alors que vous l'étiez pas avant, ça peut faire du dégât. Je simplifie, mais c'est le cas. Alors maintenant, la conclusion à laquelle vous arrivez, c'est que tout le monde est menacé par la toxoplasmose, hommes et femmes confondus, puisque lorsqu'on est atteint par le toxoplasme, il peut y avoir des séquelles neurologiques plus ou moins sérieuses à tous les âges de la vie. Donc, ça aurait tendance à ce moment-là, disons la conclusion logique, ça serait qu'il faudrait faire un test de sérologie pour tout le monde. Non, parce qu'en fait, la différence, c'est qu'on peut pas suivre quelqu'un sa vie entière. La grossesse, ça dure 9 mois. On peut pas faire de sérologie. Prenez par exemple les femmes. On parle beaucoup, par exemple, des vaccins du style Gardasil. Bon. Mais si une femme veut éviter le cancer de l'utérus, il faut que chaque fois qu'elle va voir son médecin, elle fasse faire un frottis vaginal. C'est une analyse classique et qui est une question de sécurité. De la même façon, elle va faire une mammographie, ou si on veut ne pas se limiter aux femmes, on veut dire les hommes qui vont voir leur médecin devront faire des analyses de PSA ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, logiquement, dans un univers médicalisé comme celui qui est aujourd'hui, de temps en temps, on devrait faire des tests
parmi lesquels la sérologie de la toxoplasmose. Or, la sérologie de la toxoplasmose n'est jamais demandée par les médecins pour les hommes. Or, ce que vous dites est en fait important, c'est-à-dire si vous avez un enfant de 10 ans qui va voir le pédiatre, et imaginons que ça soit un garçon. Cet enfant de 10 ans va voir le pédiatre, et puis ça serait logique, si on lui recommande de faire des analyses, de voir s'il est séronégatif ou séropositif pour la toxoplasmose. Parce que s'il est séronégatif, eh bien, ça peut il peut être logique de lui recommander de bien se laver les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que pour celui qui est séropositif pour la toxoplasmose, c'est un peu trop tard. Enfin bon. Mais en même temps, ça peut donner l'idée d'un suivi médical pour éviter dire par exemple que cet enfant peut être celui qui a été infecté par la toxoplasmose peut être un candidat potentiel pour une schizophrénie. Il faut faire attention. Est-ce que ça vous paraît un peu abusif? Parce que bien entendu, tout le monde se plaint que la médecine est trop invasive, mais là il y a quand même un petit risque. Là, je pense que au jour d'aujourd'hui, on peut pas le recommander pour plusieurs raisons. D'une part, il y a les raisons économiques. La sérologie a un coût, et donc si tous les médecins prescrivaient en pédiatrie des sérologies toxoplasmiques, je pense qu'on n'aurait pas forcément les moyens en termes de sécurité sociale de faire face au coût que cela pourrait représenter. En plus, il s'agirait de potentiellement plusieurs sérologies, voilà. Et c'est surtout qu'il faudrait démontrer, d'une part, que le fait de savoir que la sérologie négative s'accompagne avec les recommandations d'une diminution du risque de se contaminer. Donc ça, faudrait-il le démontrer. C'est recommander à un enfant de 10 ans de se laver les mains, on ne sait pas s'il va le faire effectivement ou pas et si ça va diminuer son risque. Ça nécessiterait des études longitudinales, donc sur plusieurs années, très coûteuses également. Donc je pense que ce serait difficile vraiment de montrer l'impact d'une telle politique. Et ensuite, comme il n'y a pas, le problème c'est le délai entre la contamination supposée et le déclenchement de la schizophrénie. Donc on rappelle bien, on l'a dit plusieurs fois au cours de l'émission, que c'est pas la totalité des personnes qui ont des schizophrénies qui sont positifs pour la toxoplasmose, qui ont eu une toxoplasmose. Oui, c'est 20%. Voilà, c'est de l'ordre de 20%, donc ça n'explique absolument pas la totalité de la schizophrénie. Et on pense que donc parmi ces 20%, donc une bonne partie donc a eu l'infection longtemps avant le déclenchement, et donc pour arriver à faire le lien épidémiologique entre une infection et une conséquence qui arrive plusieurs années après, c'est très difficile. Ça, on le voit dans d'autres pathologies où l'infection a un long délai de latence avant la révélation du problème médical sous-jacent. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça me paraît compliqué, effectivement, d'envisager une politique de santé à l'échelle nationale. Car il faudrait d'abord démontrer son efficacité, et on n'en a pas vraiment les moyens, voilà, en termes humains et financiers. C'est-à-dire qu'essentiellement, du point de vue bénéfice-risque, ça reste à prouver. Enfin, mais en tout cas, moi, je suis quand même très passionné par les études que vous faites, et j'espère que elles seront continuées par une extension de ces, de ces analyses, parce que on parle du toxoplasme, mais il y a d'autres maladies parasitaires qui, on va pas les énumérer. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent obtenir effectivement que le cerveau soit atteint. Et souvent, si vous voulez, certaines de ces pathologies sont considérées comme bénignes ou n'atteignant pas le cerveau. Et lorsqu'elles atteignent le cerveau, il peut y avoir des dégâts insoupçonnés. Et ces dégâts sont pas seulement des dégâts histologiques, en fait, en quelque sorte, ce sont des dégâts qui impactent le comportement réel de la personne. Donc ceci est, à mon avis, un champ de recherche extrêmement important, parce que, en fin de compte, pour conclure, je dirais que les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques peuvent parfois représenter une menace pour la population, pas les schizophrènes, bien entendu, s'ils représentent surtout une menace pour eux-mêmes, mais c'est important de faire en sorte que ces personnes soient sauvées par un traitement médical de leur pathologie. Vous êtes d'accord ?
Je suis d'accord, le traitement est très important. Écoutez, je vous remercie Guillaume Font. Je rappelle que vous êtes psychiatre et chercheur à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, membre de la Fondation Fondamentale, et vous nous avez apporté des renseignements très intéressants sur la concomitance, soyons précis, entre les infections par la toxoplasmose et la schizophrénie. Nous vous remercions et nous espérons que vos recherches aboutiront.